On fait un marché de la femme et de l'enfant. On a fabriqué un marché de la femme et de l'enfant. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avec les esclaves. Moi, j'ai cette pudeur où je savais pas trop comment l'appeler, demi-frère, frère. Non, lui, c'était ma petite sœur. Donc, bon, c'est mon grand frère. Et c'était magnifique. C'était un moment inoubliable. Il m'a amené au zoo. Vraiment un truc de... C'est un truc de gamin, quoi. Mais de... Un truc que je... C'est un truc à 32 ans où je pensais pas le vivre. Bonjour, je m'appelle Olivia, j'ai 32 ans, je suis née à Louisville, Kentucky et je suis née d'une mère porteuse. J'ai grandi dans une famille tout à fait normale, avec quand même beaucoup d'argent parce que c'est vrai qu'il faut de l'argent pour faire une gestation pour autrui. J'étais plutôt dans ce contexte-là d'une famille qui avait beaucoup de moyens. Alors mes parents voyageaient beaucoup quand j'étais jeune. Je suis née aux États-Unis, mes parents avaient acheté une maison là-bas, donc en Floride, mais mes parents faisaient beaucoup d'allers-retours entre la Floride et Paris parce qu'ils avaient encore leur business sur Paris. C'est deux personnes extrêmement intelligentes qui montaient une structure dans le Sentier d'ailleurs et ils ont bien gagné leur vie. Ma mère surtout était un génie, a toujours été un génie, une génie de la mode. Donc voilà, ils se sont bâtis comme ça. Moi j'ai grandi entre la France et les États-Unis les premières années de ma vie. Et très vite, c'est vrai que vers 6 ans, 7 ans, je dis toujours, j'ai commencé à avoir des doutes sur qui j'étais, d'où je venais, parce que ma mère était beaucoup plus âgée que les autres mères qu'il y avait à la sortie de l'école. Je voyais qu'il y avait, il y avait un décalage, ce qui est vrai. D'ailleurs, je lui posais souvent la question, je lui demandais, quand j'étais petite, je lui disais, mais quel âge as-tu, t'as quel âge? C'était quand même une question qui était importante pour moi. Bon, elle répondait toujours à côté, ou très affectueusement, elle me disait, bon, j'ai 8 ans. Voilà, c'était le mot, j'ai 8 ans, pour pas me dire son âge. Elle m'a un peu caché son âge. Je lui en veux pas d'ailleurs parce que voilà, je crois que ça voudrait avouer une sorte de mensonge, donc elle a continué comme ça. Et puis j'ai très vite commencé à regarder aussi, à feuilleter les albums photos de moi plus jeune. Moi plus jeune, j'ai commencé à avoir des photos de moi, là j'avais 5 jours. Ça, c'est les premières vraiment photos de moi que j'avais, c'était vers 5 jours, 6 jours. Et donc, c'est vrai que c'est les premières questions qui me venaient dans la tête, c'est de me dire, mais j'ai pas de photos de moi dans le ventre de ma mère, j'ai pas de photos de moi sur le lit d'hôpital, comme on voit tout autre enfant dans d'autres photos. Chez mes amis, je voyais des photos d'eux à la naissance, je voyais les photos d'eux justement dans le ventre de leur mère, et moi, j'avais pas ces photos-là. Donc, c'est vraiment des 2 points qui ont commencé à me faire douter sur le fait que ce soit ma vraie mère. Mon père, quant à lui, c'est vrai que je lui ressemble quand même physiquement, donc j'avais pas trop de doutes vis-à-vis de lui. C'est marrant, quand j'y repense, j'avais pas trop de doutes vis-à-vis de lui. J'ai ses yeux, j'ai quelques traits de physique et quelques traits de caractère d'ailleurs aussi, et je m'identifiais plus à lui. Et puis il y avait aussi le fait que je sois née aux États-Unis. Ça, je l'ai su assez tôt. Et je comprenais pas pourquoi j'étais née aux États-Unis. Je comprenais pas, c'est des Français, mon père est suisse, ma mère est française, ils avaient rien à faire aux États-Unis. Ils m'ont brodé une histoire très jolie sur Autant n'emporte le vent. Ils se sont inventés un petit conte de fées, je pense, dans lequel ils se sont enfouis. Et ils m'ont pris avec eux, et dans ce qui est un mensonge, mais bon, c'était un joli conte de fées. Et ce conte de fées, d'ailleurs, je vais le raconter pendant un moment à tout le monde, parce que les gens me demandent. Me disent, mais Olivia, ta mère est française, ton père est suisse, pourquoi t'es américaine? Donc je racontais cette histoire d'Autant en emporte le vent, j'en faisais un petit peu des caisses. Pendant l'adolescence, ça a été très compliqué, j'étais une ado très 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 compliquée. J'étais quand même assez violente, faut le dire. J'ai toujours très très bien étudié à l'école, il n'y avait pas de problème là-dessus, mais j'étais quand même assez violente avec mes parents. J'avoue, j'étais pas simple. J'étais pas simple à gérer, mais je traversé une crise identitaire qui était énorme, et je crois pas qu'il mesurait l'impact de ma naissance et ce que ça allait avoir sur mon adolescence. Justement, à l'adolescence, c'est là où on commence à se construire en tant qu'être humain à part entière. On commence à devenir quelqu'un, à construire son identité, à se détacher de ses parents, à se bâtir. Et moi, je pouvais pas me bâtir, c'était impossible parce que je ne savais pas du tout d'où je venais. Et ça, je le sentais à l'intérieur de moi. Donc c'est vers l'âge de mes 17 ans que c'est vraiment là où j'ai commencé à péter un plomb. J'ai perdu pied, et contre mes parents aussi, ils en ont souffert aussi. Je les ai pas laissés sans trace, je pense, mais j'ai commencé à avoir une crise très poussée, et c'est là où j'ai commencé à faire mes recherches à titre personnel sur la ville où je suis née.
Parce que, encore une fois, je ne comprenais pas pourquoi j'étais née à Louisville, Kentucky. Ça n'avait aucun sens. Et surtout que autant n'emporte le vent, j'ai compris après que ça ne se passait pas du tout dans l'état du Kentucky, ça se passait ailleurs. Enfin bref, l'histoire ne collait plus. Il faut que je remette les pièces du puzzle ensemble. Et j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches sur Internet, tout bêtement, à 17 ans. Et c'est là où j'ai commencé à développer, je pense, mes troubles mentaux. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que tous les psychologues et tous les psychanalystes et tous les psychiatres qui me suivent sont d'accord. C'est vraiment là où le trouble de la bipolarité est apparu, parce que je me suis divisée en deux. Je me suis divisée en deux en étant l'Olivia que je devais être devant mes parents, et l'Olivia qui était la vraie Olivia, et que je devais taire. C'est là où j'ai commencé à toucher un petit peu à la drogue et à l'alcool avant, même aux États-Unis, même alors que c'est illégal avant 21 ans. Mais je commençais malheureusement à toucher déjà à l'alcool et à la drogue, et j'ai commencé à virer. J'ai commencé à virer sévère, surtout une fois que j'ai pu avoir mon indépendance vers mes 18 ans, quand je suis partie à l'université à Boston. Là, j'ai commencé à sombrer vraiment très durement dans l'alcool. Ça tournait très très vite au drame. Mais c'est normal. C'est normal parce que je cherchais à combler un manque, ce manque d'une mère, tout simplement. Donc j'avais tous mes doutes à partir de... c'est 17 ans de doutes qui s'accumulaient à l'intérieur de moi. Et c'est un jour où j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé Louisville, Kentucky. Donc je le dis très très souvent, je n'ai pas de suite regardé GPA, parce qu'à l'époque je ne savais même pas ce que c'était une GPA. Cependant, je savais que ma mère n'était pas ma mère. Donc à la toute base, je cherchais plutôt l'adoption. Sauf que à Louisville, Kentucky, il y avait je ne sais pas combien de centres de gestation pour autrui qui étaient ouvertes. Et c'est quand j'ai vu ces centres de gestation pour autrui et que j'ai commencé à lire sur la gestation pour autrui que vraiment tout s'est encliqué dans ma tête. Et j'ai passé du temps ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, d'ailleurs j'en ai pas dormi de la nuit. J'ai ouvert, j'ai commencé à faire mes recherches, je regardais ce que c'était là, parce que bon, il y avait la GPA traditionnelle qui se passait, donc moi je suis née à titre personnel de gestation pour autrui traditionnelle, donc l'ovule de ma mère porteuse a été utilisé avec le spermatozoïde de mon père commanditaire, enfin, mon père biologique. Et puis j'ai fait la différence avec aussi la gestation pour autrui dite gestationnelle, où on utilise un don d'ovule ou l'ovocyte de la mère d'intention avec le sperme d'intention, avec le sperme du père d'intention ou un don de sperme. Donc c'est là où j'ai passé une nuit entière à fouiner, à chercher, à comprendre, à savoir quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que le premier cas de GPA a été comment dire, acté, a été trouvé aux États-Unis. Bon bref, je passe ma soirée dessus, et vraiment c'est là où j'ai commencé à raconter à tout le monde, sauf mes parents d'intention, que j'étais née de GPA. J'avais besoin à ce moment-là de le raconter à tout le monde, parce que c'était comme si j'avais besoin d'accoucher d'un bébé. Voilà. Alors je suis mère 3 fois, donc je peux en parler en connaissance de cause, mais comme si j'avais tout qui était accumulé à l'intérieur de moi, tout cet instinct qui était à l'intérieur de moi, et j'avais besoin de le vocaliser, de le raconter pour que ça soit un peu plus réel. Quand j'ai commencé à raconter à tout le monde que j'étais née de GPA, j'ai eu... Alors déjà, je suis quelqu'un qui, malheureusement, j'ai eu des très gros soucis avec mes amitiés étant plus jeune, et jusqu'à il y a peu d'ailleurs, parce que à cause de ma peur de l'abandon, j'étouffais les gens. J'étais constamment en train de prendre une amie, je l'étouffais, je rendais tout le monde fou, parce que je voulais les posséder, je voulais pas qu'ils partent, je voulais pas qu'ils m'abandonnent. Et ce qui était complètement stupide, parce qu'après, ils en pouvaient plus de moi, donc ils me laissaient, et je partais en dépression, et c'était un cycle constant. Donc à ce moment-là, j'avais pas grand monde autour de moi. À ce moment-là, je suis à Boston. Les gens aux États-Unis, c'était quand même connu. Aux États-Unis, ça se pratiquait quand même depuis les années 85. Donc, les gens l'acceptent ils s'attardent pas dessus. C'est plutôt quand je vais rentrer en France et que je vais revoir ma meilleure amie d'enfance, la seule qui m'a supportée jusqu'à présent, qui s'appelle Caroline. Et je pense à elle aujourd'hui parce que c'est un de mes piliers dans ma vie, parce qu'elle me suit depuis que j'ai l'âge de 7 ans quand même, donc elle a tout vu. Elle peut témoigner de tout, elle a tout vu, et elle est encore là aujourd'hui malgré
malgré mon caractère un peu compliqué parfois et étouffant. Mais je rentre en France et à ce moment-là, je dois choisir une fac. Donc je choisis la faculté de droit. Je fais la fac de droit pendant quelques années. Et là, je raconte à tout le monde. Donc c'est plus ou moins bien pris selon les personnes, c'est sûr. Les gens, des fois, je pense, ne me croyaient pas vraiment parce que des fois, c'était, je leur disais, moi, je sais pas je connais pas ma mère, je suis née de mère porteuse. Bon, les gens, ils me regardaient, elle est folle, celle-là, bon. Et ils passaient à autre chose. Voilà, c'était plutôt ça. Après, il y a eu quelques cas. Par exemple, mon mari m'a entendu. J'ai rencontré mon mari, j'avais 21 ans. Et il m'a cru, et ma belle-mère aussi. Donc ça, c'était 2 personnes qui ont vraiment été très importantes aussi pour moi parce qu'ils m'ont cru, ils m'ont appuyé, ils ont compris aussi mes douleurs, ils ont compris aussi mes phases de dépression, ils ont compris des fois mes phases un peu, un peu violentes où dès qu'on me rejetait, moi, je me mettais en position de repli et je crisais. C'était très compliqué pour mon mari de gérer. Alors on s'est mariés quelques années après, donc il a dû voir en moi quelqu'un, parce que aujourd'hui je suis plus du tout la même, heureusement. Mais c'est grâce à lui et ma belle-mère que j'ai pu les années d'après construire cette confiance en moi pour justement assumer qui j'étais et changer et comprendre qu'ils n'allaient pas m'abandonner. En fait, c'est mon mari qui m'a appris l'amour inconditionnel. Donc, une fois que j'étais en confiance, j'ai pu être moi-même. Donc, j'ai arrêté la fac de droit et j'ai dit à mon mari, bon, maintenant, on va faire des enfants. Je veux faire des enfants, je vais les élever, je vais les éduquer. Je vais avoir 3 enfants avant 30 ans, donc on va les faire. Et parce que je veux pas être une maman trop âgée. Je veux pas avoir tous les inconvénients d'une maman un peu plus âgée. J'ai rien contre les mamans plus âgées, attention, mais c'était moi mon vécu. Je voulais pas revivre la même chose que j'avais vécu. Et le pire moment, je crois, ça a été un anesthésiste, je m'en souviendrai toujours. J'étais enceinte de ma fille. Donc je devais accoucher à la maison, mais il fallait que je sois suivie à l'hôpital à côté. Donc j'ai été voir cet anesthésiste-là. Et il s'est assis. Et vos antécédents médicaux. J'avais l'habitude de le dire ça au docteur parce que j'avais été opérée plusieurs fois. Personne ne m'avait jamais rien dit. Et je lui dis, écoutez, moi, je sais pas, je suis née de mère porteuse, j'en ai aucune idée d'où je viens, du côté de ma mère, donc je ne connais pas mes antécédents médicaux. Et là, il s'arrête, il me regarde, et il commence à vomir une haine. Et vous vous rendez compte, et qui êtes-vous? Et vous êtes un produit de la science, vous ne devrez même pas exister, vous ne devrez même pas être en vie. Mais c'est une horreur, c'est une infamie, la gestation pour autrui, c'est horrible. Alors oui, certes, ok, d'accord, j'étais d'accord avec lui sur le fond, parce que la GPA, pour moi, c'est la maternité de substitution, parce qu'on va utiliser le bon terme quand même. C'est terrible, mais moi, j'y étais pour rien. C'est pour ça que je m'en prends pas aux enfants aujourd'hui nés de GPA ou je m'en prends pas directement d'un Christophe Beaugrand. Je peux pas le pointer du doigt. Je pointe pas les gens du doigt. Je pointe un système du doigt. Bref, et il m'a insulté, cette anesthésie. Ça a été l'horreur. Je suis sortie de là. J'ai hurlé au téléphone. Je pleurais. J'étais dans un état pitoyable. J'étais à 8 mois de grossesse. C'était dégueulasse. Donc ça, c'était vraiment le pire que j'ai pu subir. Mais sinon, j'ai eu quand même beaucoup de soutien. Quand j'ai rencontré, je vais remonter à la rencontre avec mon mari et ma belle-mère parce que j'ai rencontré très vite. Ma belle-mère, de suite, elle a vu que je souffrais énormément. Et elle m'a vu souffrir jusqu'à mes 30 ans, jusqu'à ce fameux test ADN qu'elle m'a offert. Je posais constamment des questions en me demandant quelle était la moitié de mon sang. Puis après, il y a eu aussi mes enfants. Nos enfants avec mon mari, avec ses petits-enfants à elle. Donc c'était de me dire, mais mince, je suis en train d'enfanter des enfants et je ne connais même pas 25% de ce qu'ils sont. Je ne connais pas non plus... il y a une partie de mes propres enfants qui m'échappe. Elle a voulu m'offrir ce test ADN avant, mais elle n'a pas osé. Donc c'est... parce que c'est compliqué. Moi, j'en parlais pas à mes parents. J'avais pas envie de les confronter sur le sujet. J'avais pas envie de les énerver. J'avais pas envie de les mettre devant le fait accompli. J'avais pas envie de faire de mal à ma mère. J'avais peur de leur réaction parce que j'avais peur de les perdre une deuxième fois. Pardon, c'est un lapsus, mais j'avais peur d'être abandonnée une deuxième fois. Parce que j'avais déjà été abandonnée une fois. L'idée même de les perdre était inconcevable pour moi. Donc, je me suis tue devant eux. Mais en parallèle, ma belle-mère relevait tous les soucis que j'avais, tous les problèmes. Et c'est ce fameux jour de mes 30 ans où, d'ailleurs, on était chez Caroline, ma meilleure amie. Et
avec beaucoup d'amour, elle vient, elle m'apporte ce petit kit ADN, elle me l'offre, on se met dans une salle à part parce qu'elle a peur, parce qu'il y avait mes parents ce jour-là, et elle a peur de le faire devant eux, donc elle part dans une petite salle, elle me donne ce test, elle me dit, bon, je sais pas trop comment t'offrir ça, mais voilà, peut-être que ça va t'apporter des questions, des réponses à tes questions. Alors là, moi, je suis restée, je m'en souviens, j'avais le test dans mes mains, j'étais touchée par l'idée. Parce que moi, je ne savais même pas que les tests ADN existaient. Donc, ça ne m'était même pas venu à l'esprit. En fait, je pensais que j'allais jamais découvrir ce que c'était, quels étaient les 50% de mes gènes. 5 jours plus tard, je l'envoie aux États-Unis. Les résultats arrivent 3 semaines après, le 11 janvier, je m'en souviendrai toujours, à 5h56 du matin, précisément. J'ouvre mon téléphone. Moi, je dors pas beaucoup. J'étais très insomniaque, donc j'ai vu le message arriver quasiment instantanément. Je me suis dit, oh là là. Ok, voilà, c'était... Là, j'allais ouvrir la boîte de Pandore, ça allait être explosif, je le savais. J'ai pas de suite ouvert le mail. J'ai eu peur. J'ai eu les chocottes. J'étais terrifiée devant ce mail. Et puis à un moment donné, je me suis résolue. J'ai ouvert le téléphone, j'ai regardé les tests, les résultats. Donc origine ethnique norvégienne, scandinave, lituanienne surtout, parce que ma mère biologique est lituanienne, ma mère porteuse est lituanienne. Voilà, donc c'est extrêmement bien fait. En réalité, on voit le pourcentage de nos origines ethniques. Et puis, une fois qu'on descend dans cette application, on voit nos correspondances ADN. Donc, ça veut dire que notre ADN a été mis dans le système, dans la base de données. Ça a été matché avec d'autres personnes qui sont dans la base de données, qui ont déjà pris le test. Et je vois une cousine. Je vois une cousine. Et je vois une cousine germaine surtout. Parce que c'est écrit cousine germaine. On partage tant de pourcents d'ADN en commun. Et je vois après son père, mon oncle. À vrai dire, à ce moment-là, je me suis dit, ok... c'est un site américain, ça va pas être... c'est un peu farfelu, c'est peut-être pas vrai, faut faire attention. Mais bon, je décide quand même immédiatement de lui envoyer un message à cette cousine. Et je lui envoie un message c'est un peu bancal. Hein. D'ailleurs, mon message, il est très bancal, il est pas très... comment dire, c'est pas très fin. Bon, je lui dis bonjour, écoute, apparemment t'es ma cousine... Je suis une mère porteuse, j'en suis certaine aujourd'hui grâce à ce test ADN. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un dans la famille qui a été mère porteuse? Est-ce que tu sais? Et elle me répond vraiment 1 heure, 2 heures après, très, très rapidement. Elle me dit oui, il y a bien quelqu'un qui est né, il y a bien quelqu'un dans la famille qui est devenu mère porteuse. Mais je vais aller contacter quand même les personnes concernées avant de te mettre en contact. Et puis, cette cousine m'a mis en contact avec mon demi-frère. Qui m'a envoyé un long message, un pavé avec tous nos frangins, parce que j'ai 3 demi-sœurs aussi, de la même mère, et j'ai un demi-frère malheureusement qui est décédé, juste avant, pas longtemps avant que je sois fabriquée. Donc il m'explique sa vie, il donne les dates de naissance de chacun, il me donne un peu le contexte de la famille, il me donne le contexte de notre mère... Et puis lui, après, va prendre ce test ADN aussi, pour juste vérifier qu'on ne raconte pas des bêtises et qu'on va dans la bonne direction. Évidemment, le test ADN est revenu, c'est mon demi-frère. Et puis voilà, et puis je suis mis en contact avec mes demi-sœurs, et une de mes demi-sœurs m'a mis en contact avec ma mère porteuse. Je ne l'ai pas contactée, ma mère, parce que je voulais que ça soit elle. Je voulais pas l'importuner, je ne suis pas quelqu'un qui veut embêter les gens, j'avais cette pudeur... Elle voulait pas de moi, elle m'a abandonnée. Donc pour moi, peut-être qu'elle voulait rien savoir de moi et je respectais cette décision-là. J'avais déjà des réponses à beaucoup de mes questions, donc c'était suffisant pour moi, vu que j'avais déjà rien. Donc déjà, ce petit bout d'histoire, c'était fabuleux. Et en plus de ça, sur le site internet, ma cousine avait fait un arbre généalogique, donc j'avais 200 ans d'histoire devant moi. C'était incroyable, j'avais des photos des arrière grands-parents. Bref, c'était magnifique. Elle avait fait un travail de dingue. Et donc ma mère me contacte un jour sur Facebook. Et ça a été ça a été un peu ça a été un petit choc psychologique quand même, émotionnel, psychologique. J'étais pas à la recherche d'une mère, qu'on soit bien clair. J'attendais pas d'elle de jouer ce rôle de mère parce qu'elle avait abandonné ce rôle. Donc
Mais c'est vrai qu'elle a répondu à toutes les questions dont j'avais besoin. Et c'est marrant parce que il y a certaines questions où je les ai posées évidemment directement, mais il y a certaines questions où elle a d'elle-même pris l'initiative de parler de certaines choses, parce que je pense qu'elle savait au fond d'elle que j'en avais besoin. Donc on a eu un échange, on a échangé pendant 1 mois. On a parlé de la grossesse, on a parlé de comment s'est passé l'accouchement, de pourquoi aussi je suis née un 10 décembre, parce que ce jour-là est choisi, ça a été déterminé. Que je sois pile poil entre ma mère d'intention, qui est née un 5 décembre, et ma mère porteuse, qui est née un 15 décembre. Ça a été choisi. J'ai voulu savoir aussi le premier moment où on a eu notre séparation, parce que ça a été... et ça, les gens me le reprochent souvent, me disent « Oh oui, mais Olivia, mais c'est le mensonge qui t'a foutu en l'air. » Non, c'est pas le mensonge qui m'a foutu en l'air, c'est le fait d'avoir été abandonnée par ma mère à la naissance qui m'a foutu en l'air. C'est ce lien qui a été détruit à la naissance qui a marqué tous les événements du reste de ma vie. C'est cet abandon, c'est cette peur de l'abandon. Voilà. Et ça, il y a un consensus médical autour de moi qui est clair, net et précis dessus. J'aimerais bien que les gens arrêtent aussi de dire des atrocités sur mon histoire en disant que c'est le mensonge qui a causé tous mes maux. Le mensonge fait partie de certains de mes maux, hein, évidemment, mais c'est vraiment la naissance et l'abandon à la naissance de ma mère qui m'a détruite. Donc je voulais savoir comment se sont passés ces premiers instants où on s'est séparés, où j'ai plus jamais vu. Et puis ensuite, elle m'a raconté que tous les ans... Elle me disait joyeux anniversaire. Tous les 10 décembre, elle avait un mot pour moi, elle avait une prière pour moi. C'était très émouvant. J'ai voulu en savoir plus sur comment elle l'avait vécu. J'avais envie de savoir pourquoi elle avait fait ça. De m'expliquer au moins pourquoi elle m'avait vendue, parce que c'est le mot. Elle m'a vendue, elle m'a échangé, elle m'a abandonnée, oui. Elle m'a expliqué que c'était parce qu'elle avait perdu donc, son fils, peu de temps avant que je sois fabriquée, et qu'elle avait l'impression d'être redevable à la société du fait qu'elle ait perdu un fils, donc elle devait offrir un enfant à un autre couple qui était infertile. C'était Dieu qui l'envoyait faire cet acte, ce qui est totalement faux. Alors, elle se raconte cette belle histoire, je pense, pour se soulager, et je ne lui en veux pas du tout. Hein. Elle était psychologiquement très... elle n'était pas stable, donc pour moi, c'est une victime dans l'histoire. C'est tout. Je lui en veux pas du tout. Quand on dit aux États-Unis, elles sont scrutées, elles passent des longs tests psychologiques, que c'est très encadré. À un moment donné, il faut arrêter. Peut-être dans certains cas, mais malheureusement, pas dans tous les cas. J'ai pu rencontrer mon demi-frère lors d'un voyage que j'ai fait à New York il y a peu de temps, en avril. Lors de la semaine sur le statut de la femme aux Nations Unies. Donc j'ai pu faire un discours dans un side event lors de cet événement. Et il en a profité pour venir me voir, me rencontrer. Moi j'en ai encore les larmes aux yeux, parce que t'imagines, c'est 32 ans. Tu te dis, on m'a un petit peu... On m'a privé de ce frère pendant 32 ans, de ce grand frère. En plus, il était tout mignon, il m'appelait, il m'a même pas appelé demi-sœur, c'était « Oh, ma petite sœur, regardez ma petite sœur ». Il m'a présenté à des collègues de travail, il a voulu me montrer absolument « C'est ma petite sœur ». On est dans les magasins, il a acheté des jouets pour mes enfants. Il faisait vraiment le grand frère, et c'est quelque chose... j'en parle encore avec beaucoup d'émotion, mais parce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, ça. Je l'ai toujours voulu, avoir un frangin, un protecteur... Et pendant une journée, j'étais une petite princesse qu'il a couvée. Il voulait tout m'acheter. Il voulait être le grand frère. Voilà, il était tout fier en plus. C'était magnifique. Et moi, j'étais fière aussi de l'avoir. Surtout que moi, j'ai cette pudeur où je savais pas trop comment l'appeler. Demi-frère, frère. Non, lui, c'était ma petite sœur. Donc c'est mon grand frère. Et c'était magnifique, c'était un moment inoubliable. Il m'a amené au zoo, vraiment un truc c'est un truc de gamin, quoi, mais un truc c'est un truc à 32 ans où je pensais pas le vivre. Bon, enfin. Et on n'a pas beaucoup parlé de notre mère, parce que je pense qu'il a une vie assez compliquée. Donc il y a eu cette pudeur de ne pas parler d'elle, mais il m'a donné quelques informations qui, je pense, voulait me transmettre parce que c'était utile pour moi, c'est-à-dire le dossier médical, par exemple. Il me parle un peu de son enfance, qu'il n'a pas une enfance toute rose. Et puis il me dit, malheureusement, je voulais te le dire. Il me dit ça comme ça, il me dit, j'ai fouillé un petit peu les papiers. Et apparemment, il y en aurait 2 autres.
potentiellement 2 autres. Parce qu'ils ont retrouvé des traces de 2 autres enfants nés avant 91. Donc il y a potentiellement sur ce monde 2 autres enfants qui sont nos demi-frères ou sœurs. Ouais. Alors, mon demi-frère, il gérait beaucoup de choses à l'époque. Il est quand même beaucoup plus âgé que moi. Donc il gérait un peu toute la famille. Et donc il savait que j'existais. Mais il n'en a pas fait une tonne, quoi. Il n'a pas réfléchi au-delà, parce que pour lui, déjà, il essayait de faire survivre d'autres enfants. Par contre, j'ai une demi-sœur qui m'a contactée et avec qui on a échangé, et elle s'en souvient très bien. Elle se souvient parce que mes parents avaient offert à ma mère, à notre mère et à toute la famille un séjour à Disney. C'était la première fois qu'ils voyageaient. Donc mes parents ont fait ce geste pour la remercier. Ils ont fait un voyage à Disney à tout le monde, et elle me dit, je m'en souviens toujours, elle m'a raconté, ma demi-sœur, qu'elle se souvenait, que ça avait été extraordinaire, que ça avait été la première fois qu'ils avaient été à Disney, qu'ils étaient heureux, et mais que voilà, elle m'avait vue dans le ventre, et puis un jour elle est revenue et il n'y avait pas de bébé, quoi. On dit très souvent que ça n'a pas d'impact sur la famille, que ça n'a pas d'impact sur les autres enfants. Je suis pas certaine que quand une mère part avec un ventre plein et revient avec le ventre vide, je suis pas certaine que les enfants se disent, oh, c'est normal, c'est pas rien. Et puis il y a aussi l'espèce de chose de se dire, mais bon, elle en a vendu un, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Elle a vendu cet enfant-là, peut-être que moi, elle va me vendre un jour. Qu'est-ce que j'en sais? On en est. Donc je pense que ça n'a pas été sans conséquence sur eux aussi, ouais. Aujourd'hui, on parle plus avec mes parents, on n'a plus du tout de contact. Alors mes enfants voient leurs grands-parents. J'étais assez lâche parce que j'avais peur de leur réaction. Et j'avais peur de les confronter sur ce sujet parce que je savais que ça allait être violent. Je savais qu'une fois que j'allais en parler, qu'il y avait un avant-après. Donc au lieu de les confronter directement, j'ai été sur les réseaux sociaux. J'ai pris TikTok parce que c'est le réseau social pour moi qui était le plus simple pour parler, pour exprimer une histoire. Et c'était fin mai 2023. Donc j'avais eu les résultats du test ADN en janvier. J'ai commencé à en parler fin mai, début juin 2023. Et j'ai commencé à en parler sur TikTok, tous en ayant dans la tête qu'un jour, ils allaient tomber sur ces vidéos-là. Mais toutes ces vidéos leur étaient destinées. C'était comme si je parlais à mes parents, c'est comme si je sortais tout ce que j'avais à dire sans leur dire directement. C'était exactement comme sur un répondeur. Exactement. Et un jour, c'est venu aux oreilles de la famille qui ont notifié mes parents. Et là, ça a été... Voilà, il y a eu un point de rupture et un point de non-retour. Ah oui, et je les comprends. Je comprends aussi leur réaction parce que, bon, déjà, c'était je trouve un petit peu lâche de ma part de pas les avoir confrontés directement. Mais je pense qu'ils ont cru que j'allais à l'encontre d'eux, que j'avais une vendetta contre eux, que c'était qu'il fallait absolument que je me venge de toute cette histoire, mais je suis pas du tout comme ça en plus, c'est pas dans mon état d'esprit d'être méchant. En plus je suis pas méchant dans les vidéos, je dis juste la vérité, je racontais mon histoire, c'est tout ce que je faisais. Donc je crois qu'à cette époque-là, ils pensaient vraiment que j'avais une vendetta envers eux. Je n'ai pas réussi à parler avec mes parents aujourd'hui. Les ponts sont complètement rompus, il y a plus de connexion. Mais ça vient des deux côtés, hein. Ça a été eux au tout début, parce que ça a été quand même assez violent les premiers moments entre eux et moi. Et puis maintenant, c'est moi plutôt qui ne va pas vers eux. Je vais pas vers eux. Ils ont essayé de venir me contacter. Ils sont venus me voir, hein. Ma mère, surtout, est venue tenter de renouer le contact. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui était brisé. Et j'ai besoin de ce temps pour me reconstruire aussi. Mes enfants connaissent mon histoire depuis le tout début. J'ai toujours dit que j'étais née de mère porteuse. J'ai toujours été claire là-dessus. Pour eux, mon histoire, c'est la normalité. Ils le savent, ils le savent très bien. Donc voilà, j'aurais dit que j'ai rencontré leur oncle à New York. D'ailleurs, il va venir en Espagne bientôt. Donc ils vont rencontrer leur oncle. Je leur raconte je leur montre des photos de leurs cousins, de leurs cousines. Non, il n'y a aucun mensonge de ma part. Je ne veux pas mentir à mes enfants parce que c'est leurs origines. C'est leurs racines aussi. Ils sont en partie lituaniens, ils sont en partie norvégiens, ils sont en partie de plein de choses. Donc c'est leur histoire aussi, c'est super important. J'allais pas refaire la même chose qu'on m'a fait à moi, c'était inimaginable. Aujourd'hui, je trouve que c'est très positif. Alors, on a eu, c'est vrai, cette polémique de Jacques Mus qui revient avec un enfant, qui le met sur les réseaux sociaux, et puis
question de Marion Maréchal, où est ma maman, bon, c'est une question pour moi qui est totalement légitime, vu que ça avait été un couple hétérosexuel, ça aurait été exactement la même question, où est ma maman. Moi, c'est une question que moi, je me suis posée. Et pourtant, je suis née pour un couple hétérosexuel. Où est ma maman? C'était la question de ma vie. Donc la question était légitime. Je pense qu'elle a été malheureusement interprétée comme de l'homophobie, alors que j'y crois pas du tout. Moi, comme je le dis toujours, je combats la gestation pour autrui d'un point pour les homosexuels, pour les hétérosexuels et pour aussi les parents solos, parce que les parents solos, ils ont le droit aussi dans certains pays d'aller faire une gestation pour autrui. D'ailleurs, c'est le seul cas où un père seul peut avoir un enfant. On a vu cette polémique sur les réseaux sociaux et j'ai été très surprise et très agréablement surprise de voir ce mouvement anti-GPA qui est énorme. Je pense que les Français aujourd'hui... Alors oui, il y a eu le mariage pour tous. Moi, j'étais pour le mariage pour tous, donc c'est très très bien. La PMA, c'était super, tout se passait bien. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui croyaient et qui pensent que c'est une fatalité, qu'on va absolument vers la gestation pour autrui, que ça s'inscrit dans l'ordre des choses. Non, il n'y a pas de fatalité. C'est l'histoire, on en fait ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, je pense que les Français ont tiré une ligne sur... voilà, il y a le mariage homosexuel, la PMA, et après ça, la ligne à ne pas franchir, c'est la gestation pour autrui. Parce que la gestation pour autrui, ça n'a rien à voir avec la PMA. La gestation pour autrui, on enlève un enfant à sa mère. Et je pense qu'aujourd'hui, la société française et les Français ont encore en tête, et dans leur âme, et dans leur cœur, la dignité humaine et ce fameux principe d'indisponibilité du corps humain. On en voit quelques-uns qui se lèvent et qui disent « Oh, je suis pour la GPA » au gouvernement. Mais dans le fond, les Français, je vois un mouvement, un élan contre la gestation pour autrui qui est beau et qui donne, moi, qui me donne espoir, qui me donne beaucoup d'espoir, parce que c'est le combat de ma vie. Et c'est vrai que si demain ça devait arriver en France, ça serait dramatique pour moi. Ça serait dramatique pour moi parce que la France est le pays, pour moi, des droits de l'homme. J'ai un énorme respect envers ce pays. Et si demain la France tombe, pour moi, c'est un peu effet domino. Tous les autres pays vont tomber parce que la France, pays des droits de l'homme, le fait, donc tout le monde peut le faire. Moi, je crois en l'abolition universelle. J'en fais ma lutte et j'y crois. Je pense qu'on peut abolir ça de manière universelle. Je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est interdit en France, mais les médias en font une sorte de propagande qui est, je trouve, inadmissible. Et on a du mal à mettre sur des plateaux des gens qui sont contre la GPA. Je sais, ça me dérange. Donc il y a dans les médias cette propagande pro-GPA qui continue. Et mon histoire, elle va à l'encontre de ça. Donc ça les dérange un peu, je pense aussi. La gestation pour autrui, la maternité de substitution, c'est un marché. C'est un marché mondial. Je le dis tout le temps et ça fait un moment que je le dis, c'est quand même 14 milliards de dollars en 2022. On est estimé à 130 milliards, plus de 130 milliards en 2032. Et je cite Global Insights, c'est de là d'où je tire mes chiffres. Ça profite aux docteurs, ça profite aux avocats, ça profite aux cliniques, ça profite aux psychologues, ça profite... Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, qui font du lobby pro-GPA. C'est normal. Il y a beaucoup d'argent sur la table. Il y a énormément d'argent sur la table. Ce qui est dingue, c'est qu'on fait un marché de la femme et de l'enfant. On a fabriqué un marché de la femme et de l'enfant. La dernière fois qu'on a vu ça, c'était avec les esclaves. Et aujourd'hui, on est là, on nous balance, on nous dit que c'est magnifique, que c'est beau, que tout est rose, que tout est beau, que les mères portes sont heureuses et nos enfants sont heureux et tout va bien et tout. Eh ben non, tout va pas bien. Il y a des choses auxquelles on peut pas déroger et on peut pas marchandiser le corps d'une femme, on peut pas utiliser son utérus, on peut pas louer son corps et on peut surtout pas vendre et acheter un enfant. C'est impensable aujourd'hui en 2024.